Vous avez envie de vous lancer dans une activité en ligne, vous avez envie de vous créer votre propre job, de gagner de l'argent grâce à Internet, mais vous ne savez pas par où commencer. Bienvenue dans cette vidéo, je vais vous énumérer toutes les étapes essentielles pour mener à bien ce projet. S'il y a un conseil que je peux d'ores et déjà vous donner, c'est que le bon moment, c'est maintenant. Bien évidemment que vous n'aurez pas forcément une idée claire de ce que vous voulez, que vous avez encore plein de choses à apprendre et que vous manquez peut-être de confiance en vous. Mais ça ne veut pas dire que vous devez attendre pour commencer à enclencher des choses, surtout pour commencer à développer ce projet. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que vous allez apprendre en faisant. Il n'y a que dans la pratique qu'on apprend, qu'on s'améliore et qu'on fait des tests. Et c'est aussi avec l'expérience que votre assurance et votre confiance vont se construire, vont se bâtir. Donc à partir du moment où vous avez cette envie, que vous avez également la possibilité dans votre quotidien d'accorder du temps à ce projet-là, eh bien vous pouvez y aller. Avant de commencer, j'aimerais bien faire quelques petits disclaimers que je trouve quand même très importants par rapport au sujet qu'on va aborder dans cette vidéo. Le premier étant en lien avec la notion de liberté. Sur Internet, on vend l'entrepreneuriat comme le seul et unique moyen absolu de devenir libre dans sa vie. J'aimerais préciser qu'il faut prendre cette notion-là avec des pincettes et que dans un premier temps, eh bien, il y a des gens qui sont salariés et qui se sentent totalement libres dans leur quotidien et ça leur convient et c'est super. Et de l'autre, en fait, je pense, alors ce n'est que mon point de vue, bien évidemment, et je vous invite à partager le vôtre dans les commentaires si vous êtes entrepreneur, c'est que la liberté, en fait, elle se situe à un niveau assez différent que ce qu'on nous montre sur Internet, puisqu'on nous montre sur Internet des voitures, la plage, Bali, beaucoup d'argent qui coule à flot, le fait de travailler 4 heures par semaine, etc., etc. Et en fait, je pense que dans l'entrepreneuriat, la notion de liberté, elle prend une forme différente, puisque je trouve qu'elle se situe, elle s'illustre dans notre quotidien, dans le fait que c'est nous qui allons choisir quand est-ce qu'on va travailler, quand est-ce qu'on va prendre un jour de congé. On n'a pas besoin de demander à quelqu'un d'autre. C'est nous qui décidons de où on va travailler, de ce qu'on va faire, des différents projets qui vont être développés, alors que, bon, bah, ça arrive quand on est salarié, qu'on a envie de monter certaines campagnes et certains projets, il faut demander l'autorisation à des personnes au-dessus de nous. Dans l'entrepreneuriat, c'est pas comme ça. La liberté, personnellement, je la vis aussi d'un point de vue flexibilité, puisque j'ai la possibilité d'aller à la salle de sport un vendredi à 11h si j'ai envie, parce que j'ai pas de contraintes et que c'est un peu moi qui fais ce que je veux dans mon quotidien. Il y a plein d'aspects géniaux à l'entrepreneuriat, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que cette notion de liberté, elle va un peu parfois être entravée, ça dépend des périodes, par votre charge mentale, puisque vous allez potentiellement vous lancer dans l'entrepreneuriat, développer votre propre activité et donc vous allez penser au travail jour et nuit. Parfois vous allez travailler jusqu'à 23h. Parfois vous allez vous lever très tôt pour continuer à avancer sur certaines tâches, etc. Parfois vous travaillerez le week-end alors que vous aurez déjà fait des journées complètes du lundi au vendredi. Ça arrive aussi, ça fait partie du challenge, mais la différence on va dire c'est que vous êtes chez vous. Voilà, vous travaillez pour votre propre entreprise, pour votre propre projet, pour votre avenir. Donc la saveur est différente et qu'on a beaucoup plus de motivation et d'envie. Mais voilà, je tiens quand même à vous rappeler de rester réaliste sur cette notion de liberté. Le deuxième point, c'est évidemment sur la notion d'argent, puisqu'encore une fois, sur Internet, voilà, faire attention aux messages qu'on trouve un peu partout. On a l'impression que le SMIC de l'entrepreneur, c'est 10 000 euros par mois. Et c'est absolument pas la réalité de toutes les personnes qui sont dans l'entrepreneuriat. Bien évidemment qu'il y a des gens qui gagnent 10 000, voire 6 chiffres par mois, bref. Il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent, mais c'est un pourcentage très faible. Est-ce que ça veut dire que vous n'y arriverez pas? Pas du tout. Ça veut juste dire qu'au début, vous allez galérer et c'est totalement normal. C'est le temps de construire votre activité, de trouver des clients, de lancer des projets, etc. Et il y a aussi le fait que certaines personnes n'aspirent pas forcément à avoir une entreprise qui fait des millions et des millions, mais qui ont seulement envie d'avoir suffisamment pour que l'activité tourne et surtout, je sais pas, nourrir leur quotidien, leur style de vie, leurs projets, etc. Donc faites attention à ce que vous voyez sur Internet. Faites attention aux personnes qui vous vendent du rêve, aux personnes qui vous vendent un chiffre d'affaires pour ensuite essayer de vous proposer quelque chose derrière et qui vous font croire que vous allez gagner la même chose. Voilà, pincette, toujours, c'est hyper important. L'autre disclaimer que je voulais faire également, c'est que moi dans cette vidéo, je vais vous donner un plan. Littéralement, vous n'avez qu'à suivre le guide. Si vous prenez des notes de tout ce que je dis dans cette vidéo, vous avez toutes les étapes pour vous lancer de votre côté. Bien évidemment, il y a des points qu'on pourra approfondir dans certaines vidéos, mais gardez en tête quand même que c'est une version accélérée parce que j'ai pas assez d'une vidéo pour vous expliquer tout ce que je sais en la matière, mais je tiens quand même à vous dire que si vous souhaitez vous lancer dans l'entrepreneuriat, lancer, je sais pas, en tant que créateur de contenu, en tant que prestataire de service, bref, on parlera après des différentes options, ne quittez pas votre job salarié tout de suite. Attendez de gagner suffisamment d'argent avec votre activité entrepreneuriale avant de laisser tomber votre CDI ou votre CDD. Genre, ne quittez pas tout pour vous lancer sur Internet. Gardez quand même une sécurité financière et le fait que vous allez avoir votre salaire et que forcément ça implique que vous allez devoir travailler sur votre projet les week-ends, le soir, etc. Mais que c'est temporaire une fois que votre projet est rentable et que vous pouvez vivre suffisamment, continuer à payer
vos factures, etc. Là seulement, posez votre démission. Mais ne faites pas l'erreur de tout quitter pour vous lancer sur Internet, surtout quand vous n'avez aucune certitude. Ceci étant dit, nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet. Et le premier point, la première étape, c'est de choisir le bon domaine d'activité pour créer votre entreprise en ligne, votre business en ligne, entre guillemets. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est soit de regarder la vidéo en entier et ensuite de revenir sur les parties et des petits exercices pour les faire, soit de mettre pause, de faire les petites questions et d'avancer en même temps que je vous délivre le contenu. C'est vous qui voyez, mais la première étape, c'est la clarification. C'est important de savoir où vous voulez aller, ce qui vous tient à cœur, ce pourquoi vous êtes doué, etc. Et donc, il y a des petits exercices à faire pour ça. Donc, il y a 3 questions principales, je pense, pour démarrer. La première étant, quels sont vos centres d'intérêt? Ensuite, dans quel domaine est-ce que vous avez des facilités? Et enfin, dans quel secteur existe-t-il une demande actuellement? L'objectif ici, c'est pas du tout de se mettre la pression et de rechercher le métier idéal, puisque vous allez évoluer avec le temps, vos envies également, et donc le choix que vous allez faire aujourd'hui ne vous correspondra plus peut-être à 100% dans 3 ans. C'est ce qui m'arrive assez régulièrement. Donc le but ici, c'est tout simplement de définir un point de départ, et donc vraiment détailler ces 3 questions-là pour vous situer un peu sur ce que vous êtes en mesure de faire. Maintenant, il y a un point que je vais aborder qui n'est certes pas indispensable, mais qui vous aidera à avancer beaucoup plus vite, et c'est ce qu'on appelle la niche. Plus votre activité est nichée, plus vous allez vous faire connaître beaucoup plus rapidement. Donc choisir une niche, c'est tout simplement choisir une spécialité, choisir un domaine, une chose de prédilection. Je vais vous donner un exemple pour illustrer cette idée de niche. Donc d'un côté, on a Victoria. Victoria est créatrice de contenu et elle parle de différents sujets à travers ses reels, ses publications Instagram, ses stories, elle a une chaîne YouTube, etc. Et donc elle partage des recettes, elle partage tout ce qui est en rapport avec la beauté, le skincare, le maquillage, elle parle également de mode et elle parle de voyage. Donc elle aborde un peu toutes ces choses-là. De l'autre côté, on a Valérie. Valérie, qui elle aussi est créatrice de contenu sur les mêmes plateformes, mais qui va partager des astuces et des ressources en rapport avec la beauté et notamment le skincare pour laquelle elle a beaucoup de connaissances. Donc elle va parler de comment prendre soin de sa peau, comment la préparer pour le maquillage, quel maquillage utiliser, etc., etc. Si je suis une personne qui a besoin d'informations sur la skincare, sur la beauté, est-ce que je vais plutôt aller chez Victoria, qui a l'air de parler de plein de choses, ou est-ce que je vais plutôt aller du côté de Valérie, qui elle ne parle que d'un sujet et qui du coup apparaît à mes yeux comme beaucoup plus experte là-dedans? Le choix est vite fait de mon côté. Peut-être que vous allez choisir Victoria, c'est possible. Mais la plupart des gens vont choisir Valérie. C'est un fait avéré. Quand on choisit une niche, un domaine précis, eh bien on se fait connaître beaucoup plus rapidement et on se positionne beaucoup plus rapidement comme la référence dans notre domaine. Est-ce que ça veut dire que vous ne pouvez pas parler d'autre chose? Absolument pas. Ça veut dire que soit eh bien, vous décidez de commencer en vous nichant et par la suite, quand vous commencez à vous faire un nom, etc., vous élargissez un peu votre champ et vous parlez de plus de choses, soit vous réservez eh bien, vos centres d'intérêt pour des contenus un peu plus éphémères. Par exemple, sur mes réseaux sociaux, eh bien, j'aime bien les jeux vidéo. Donc j'ai fait une vidéo sur cette chaîne comme ça pour tester et pour en parler, mais sur mon compte Instagram, où c'est là que je trouve le plus de clients, où j'ai des propositions de projets, de participation à des événements, etc. Je ne parle de jeux vidéo qu'en story Instagram. Donc si tu regardes mes stories, tu vas voir que je parle de jeux vidéo, que je te partage des jeux. Et si tu regardes mon feed, il n'y a pas forcément beaucoup de traces de cet aspect-là de ma vie. Et la différence, elle se fait à ce niveau-là. Vous n'avez pas forcément besoin de vous restreindre dans les sujets que vous allez aborder, mais vous pouvez compartimenter les choses pour que ce qui vous tient à cœur et que vous avez quand même envie de vous partager, mais qui n'a aucun rapport avec votre domaine de prédilection et le sujet de votre entreprise, eh bien vous pouvez le partager sur des contenus un peu plus éphémères. Cette partie-là, elle va nécessiter beaucoup de réflexion de votre part, on va pas se mentir, il va falloir aller creuser un peu les choses. Moi, ce que je vous ai préparé en parallèle de cette vidéo, c'est une petite page Notion où vous avez différentes questions que vous allez pouvoir traiter pour réfléchir un peu plus profondément à votre projet. Si ça vous intéresse, le lien est dans la description de cette vidéo. C'est totalement gratuit. Une fois que vous avez effectué cette première étape de réflexion, d'introspection, eh bien vous allez pouvoir réfléchir à l'idée d'activité que vous avez envie de lancer. Forcément, ça va dépendre de ce que vous aurez répondu aux questions précédentes. Peut-être que vous avez déjà une idée précise de ce que vous voulez faire et dans ce cas-là, c'est super. Peut-être que vous êtes graphiste dans une entreprise et vous vous dites, eh bien, tiens, c'est mon domaine, je suis diplômée, je suis expert ou experte, eh bien je vais devenir graphiste. Je
vais lancer en parallèle une activité d'indépendante pour aider, je sais pas, aider les auteurs. Je vais devenir graphiste pour les auteurs. Donc j'ai les idées à réaliser la couverture de leurs livres, l'intérieur, peut-être des illustrations, etc., etc. Peut-être que vous savez déjà que vous avez envie de devenir dog-sitter et que donc ça va être autour de ce projet-là que vous allez avancer. Voilà, il y a des gens qui ont une idée claire. Il y en a d'autres qui ont trop d'idées et qui n'arrivent pas du tout à se canaliser et il y en a d'autres qui n'en ont pas encore. Il va falloir brainstormer de votre côté. Malheureusement, j'ai envie de dire, je peux pas faire le travail pour vous. Il va falloir réfléchir à non pas chercher l'idée idéale, mais ce que vous êtes en mesure de faire maintenant avec vos connaissances et vos compétences actuelles. Il vaut mieux se lancer même si vous n'avez pas l'idée parfaite, encore une fois, et que vous n'êtes pas sûr, plutôt que d'attendre et de repousser les choses. Vous pourrez toujours ajuster votre projet en cours de route. Misez un peu sur les domaines que vous maîtrisez et pour lesquels vous avez déjà une bonne connaissance et surtout ce que vous aimez, parce que vous avez la possibilité de créer votre propre activité. Donc autant faire en sorte que ce soit quelque chose qui vous convienne et que vous avez envie de faire au quotidien, qui vous anime. Vous pouvez également déjà avoir une idée de la façon dont sera délivrée votre offre. Si je peux me permettre, il y a 3 grands types d'activités. Dans un premier temps, il y a la création d'un produit physique. Et donc là, forcément, ça va nécessiter que vous preniez du temps sur la conception de votre produit, que vous ayez quelques prototypes, que vous fassiez des tests, etc., etc. C'est un processus qui est assez long. Je vous recommande pour, du coup, cet aspect-là, la vidéo de Andy Ella, où elle partage comment, elle a construit son entreprise, sa marque de matcha, Milia Matcha. Je trouve que ça reste très concret et ça illustre bien les difficultés, le temps que ça prend de créer une entreprise avec un produit physique. Donc si vous êtes un peu dans l'urgence ou que vous êtes une personne assez impatiente, il va falloir prendre conscience de ces choses-là. Ensuite, il y a la création de produits digital. Donc là, c'est tout ce que vous pouvez acheter de dématérialisé, donc sur internet. Si par exemple vous allez sur des sites comme Etsy, vous allez voir qu'il y a des gens qui vous vendent des templates, des documents pour vous organiser, des fichiers Excel de budget, des modèles, des templates de sites internet, il y a un peu de tout. Il y a des gens sur internet qui vous vendent des cours en ligne, des formations en ligne, que ce soit pour de l'aquarelle, pour de la pâtisserie, pour des domaines hyper variés. Et donc forcément, pour cette catégorie-là, ça va nécessiter que vous ayez suffisamment de connaissances pour aider les gens, pour leur enseigner quelque chose. Si vous êtes dans une phase de démarrage et que vous en êtes au début, il vaut mieux partir sur un petit produit digital comme un template, comme un document, etc. Assez simple, assez facile. Et ensuite, une fois que vous avez suffisamment de connaissances et d'expérience, vous pourrez partir sur un contenu un peu plus costaud comme un cours en ligne, où là, ça va nécessiter vraiment de créer tout un parcours d'apprentissage avec des étapes logiques qui se suivent pour arriver à un résultat précis. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui fonctionne également très bien. Certes qu'il y a mauvaise pub en France, mais ne vous fiez pas aux entrepreneurs là qui vous promettent encore une fois de gagner 10 000 € par mois en suivant leur formation, etc., etc. Il y a des gens qui vendent des formations qui sont très très intéressantes, que ce soit pour apprendre à écrire un livre, encore une fois, pour dessiner, pour ce genre de choses. C'est très très riche et depuis chez nous, on a la possibilité d'apprendre énormément de choses. Et le troisième type d'activité, c'est la prestation de service. Donc c'est par exemple une graphiste, c'est par exemple une monteuse vidéo, c'est par exemple une personne qui fait de la calligraphie et qui va réaliser certaines prestations pour des entreprises. Et là, de votre côté, forcément, il va falloir réfléchir à la façon dont vous avez envie de délivrer cette prestation, dont vous avez envie que les choses se déroulent avec vos clients, les étapes importantes, etc., etc. Peu importe que vous choisissiez de vendre un produit physique, un produit digital ou de faire de la prestation de service, il faut creuser un peu plus chacun de ces points-là pour être sûr que vous ne partez pas à l'aveugle et que vous avez une idée claire de ce qui vous attend. Une fois que c'est fait à ce niveau-là, je vous invite à prendre rendez-vous avec un expert comptable pour qu'il puisse vous aiguiller sur la forme d'entreprise la plus adaptée à votre projet. Ça aussi, c'est hyper important puisque la plupart des gens se lancent dans une micro-entreprise. Ça ne convient pas à tout le monde. D'autres se lancent directement dans la création d'une société sans savoir ce que ça implique alors que la micro aurait été plus pertinente. Donc encore une fois, ça va dépendre de votre situation et il n'y a personne de plus qualifié qu'un expert comptable pour vous dire que selon votre projet, ce qui serait le plus avantageux, ce serait tel type d'entreprise. Donc ne négligez pas cette étape-là. Une fois que c'est fait, on peut passer à l'étape suivante qui est le fait de définir votre positionnement. Et pour ça, généralement, dans la plupart des cours de commerce, etc., on nous parle de 3 marques, à savoir Lidl, Carrefour et Monoprix. Ce sont 3 entreprises qui sont sur le même marché et la même industrie, mais qui ont des positionnements totalement différents.
différents. Et vous le savez si vous connaissez les marques. Chez Lidl, eh bien, on est leader des bonnes affaires, des petits prix, etc. Carrefour, je dirais qu'on est un peu plus middle, alors que chez Monoprix, c'est un peu plus cher, c'est un autre type de produit, de marque qui est proposé, etc. Chacune de ces entreprises a son modèle de distribution et donc chacune définit ses prix à ses fournisseurs, à toutes ces choses-là en amont. Et en fait, tout ça, c'est défini par le positionnement. Chez Monoprix, on va se positionner pour attirer une cible précise, les gens qui sont, on va dire, un peu plus aisés, si je fais les choses de manière grossière. Chez Lidl, on va plutôt aller chercher des personnes qui ont un budget un peu plus restreint, qui veulent faire des économies, qui veulent continuer à faire leurs courses sans dépenser des centaines et des centaines d'euros. Donc le positionnement, c'est ça, c'est de réfléchir à la façon dont vous avez envie d'être perçu par les gens. Donc vous, de votre côté, il va également falloir travailler votre positionnement et réfléchir à tout ce que ça implique. Donc ça implique notamment que vous allez faire un choix sur votre client idéal. Peut-être que vous allez choisir d'être une entreprise qui vend des offres à petit prix. Je vais prendre l'exemple de l'entreprise qui vend des produits digitaux type template sur Etsy, etc. où les prix vont jusqu'à 30 €. Donc là, on est sur des petits prix et donc ça implique qu'on est vu comme hyper accessible, qu'on va cibler les personnes qui n'ont pas un grand budget et qui veulent juste dépenser quelques petits euros par-ci par-là pour obtenir de l'aide sur certains points. Ça implique également que vos offres, je veux pas dire superficielles parce que ce serait négatif, mais ne vont traiter que d'un point spécifique et c'est tout. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va pas être hyper approfondi si vous vendez quelque chose à 20 €, à 12 €, à 30 €. De l'autre côté, vous pouvez également décider d'avoir un positionnement un peu plus premium et de cibler du coup des personnes qui ont plus d'argent à dépenser pour ce que vous avez à proposer. Donc, vous allez créer des offres à des prix plus élevés. Il est très commun sur Internet de voir des cours à plus de 1000 €. Et donc, on sait que pour cette somme-là, on attend un certain standing, on attend également de l'aide de la personne qui nous vend le produit, une certaine implication et un certain soutien qu'on n'a pas dans une offre à 30 €. À 30 €, on me donne le contenu dont j'ai besoin et je me débrouille toute seule. À 1000 €, on me tient par la main et on m'explique ce que je dois faire pour avancer, pour améliorer ma situation. Pour vous dire les choses de manière assez grossière, donc c'est à vous de votre côté de réfléchir à la façon dont vous avez envie de vous positionner. Vous n'avez pas à choisir tout de suite quelque chose de ferme, mais vous pouvez déjà avoir une idée de ok, peut-être que je vais m'orienter vers quelque chose à petit prix. Petit prix, ça implique également que vous allez devoir faire beaucoup de ventes pour être rentable. Alors que si vous choisissez un prix élevé, si je reprends l'exemple des 1000 €, forcément là avec 2-3 clients, vous avez fait un chiffre d'affaires de 3000 €, ce qui est très très bien. Vous pouvez également choisir d'être Carrefour et de rester middle. Ça va dépendre de ce que vous avez à proposer. Si vous êtes prestataire de service, c'est une question importante à vous poser parce que forcément, votre temps va être lié à ce que vous pouvez gagner. Donc, si vous vous sous-tarifez, vous allez avoir du mal à être rentable. Je prends l'exemple des miniatures makers, puisque vu que je fais des vidéos sur YouTube, j'ai tout le temps des mails de démarchage et en fait, il y a des gens qui me proposent des prestations où ils me proposent de me faire des miniatures pour 15 €. Pour 15 €, si t'es déclaré, tu gagnes pas grand-chose. Il y a ce que tu donnes à l'URSSAF, il y a le temps que tu vas passer à créer la miniature. Moi, je m'attends quand même à ce que le travail soit mieux fait que moi. Donc, il y a un peu de temps à passer dessus, il y a des détails à penser, il y a une certaine psychologie à avoir. Si tu me factures que 15 €, tu seras jamais rentable. Si tu me factures 40 €, là, je vais me dire, ok, c'est déjà plus cohérent et c'est ce qui se fait un peu plus. Donc, pensez-y, quand vous êtes dans la prestation de service, votre temps est hyper important parce que vous êtes limité forcément. Donc, il faut pas vous sous-tarifer, sinon vous allez avoir du mal à boucler vos fins de mois. Le point suivant, c'est forcément de monter en compétences. Certes, vous avez déjà des connaissances, vous avez déjà de l'expertise sur certains sujets, mais en fait, il n'y a rien de plus efficace que de continuer à être un étudiant et en apprentissage pour ensuite délivrer la meilleure prestation, le meilleur produit à ses clients. Peu importe que vous ayez décidé de vendre un produit physique, un produit digital ou de faire de la prestation de service, c'est, je trouve, indispensable de continuer à se former, de continuer à suivre, des formations en présentiel, des ateliers, de suivre des choses, de participer à des salons. Voilà, au moment où je mets cette vidéo, il y a le salon Go Entrepreneur à Paris sur 2 jours avec plein de conférences sur plein de sujets hyper variés. C'est le genre d'événement auquel il faut continuer à aller pour monter en compétences et s'améliorer continuellement dans ce que l'on fait. C'est aussi, je trouve, gage de qualité pour les clients que de montrer que, vous faites l'effort de faire de la veille déjà, mais aussi de vous améliorer. Ça rassure les gens et ça montre que vous êtes vraiment passionné par ce que vous faites. Donc ne négligez pas ça et ne vous reposez pas sur ce que vous savez déjà. On arrive à l'étape où, a priori, vous allez avoir une idée précise de ce que vous avez envie de construire comme type d'entreprise. Vous avez une idée de l'idée, donc de ce que vous allez aborder. Vous savez si vous voulez vous nicher ou pas. Encore une fois, c'est pas une obligation, mais ça
aide beaucoup plus à se faire remarquer. Et vous avez une idée de votre positionnement et de qui vous avez envie d'attirer avec votre activité, avec votre entreprise. Une fois que ça c'est fait, on va s'intéresser au fait de se faire connaître et à se bâtir une notoriété entre guillemets en ligne. Mais avant ça, j'ai envie de parler de l'importance de l'audience. Pour vous remettre un peu en perspective et vous parler un peu de moi, j'ai commencé sur internet en 2017 et j'ai vendu à cette époque-là un e-book qui était tarifé à 9,99. Donc c'était un e-book qui apprenait aux blogueuses à générer du trafic depuis Pinterest vers leur blog et aussi à remplir leur newsletter, à avoir plus d'abonnés, etc., etc. Parce que c'est quelque chose que j'avais fait. Et donc comme on me posait plein de questions, je me suis dit je vais écrire un e-book où je mets tout dedans, il faisait 80 pages et je vais le vendre. Et donc c'est un e-book que j'ai vendu à travers ma liste d'emails, donc ma newsletter. Et sur le premier mois, j'en ai vendu 121. Donc pour moi à l'époque, c'était incroyable. 121 ventes, alors que c'était mon tout premier produit. Il coûtait 9,99, j'avais l'impression de demander 1000 € aux gens. J'étais hyper intimidée, j'avais peur, et je l'ai fait quand même. Et je dis toujours que si j'ai réussi à en vendre 121 sur le premier mois, c'est pas arrivé de nulle part. C'est parce que ça faisait 1 an et demi que je publiais du contenu chaque semaine, plusieurs fois par semaine, et que j'avais fait l'effort de fédérer une audience, fédérer une communauté. Donc le moyen le plus rapide, le plus efficace et le plus fiable, surtout quand on n'a pas de budget au démarrage, parce qu'il y en a parmi vous qui n'auront pas forcément le budget d'investir dans de la publicité par exemple, eh bien le meilleur moyen de vendre ce que vous avez à vendre, c'est de fédérer une audience et de construire une communauté. Et vous le voyez très probablement déjà avec les influenceurs que vous suivez, parce qu'il y en a plein qui lancent des entreprises, des business à côté. Donc on a, je l'ai dit tout à l'heure, Andy Ella avec Milia Matcha, on a Lena Situation avec Hôtel Mafouf, on a Zach Nani avec la Casse d'Allery, on a Mr V avec les pizzas de la Mama, même si c'est pas vraiment à lui. Je vous invite à regarder la vidéo de Sir Gibbsy sur ce sujet-là, c'était très intéressant. Quoi qu'il en soit, si ces personnes arrivent autant à vendre, c'est pas grâce à la pub, c'est grâce à l'audience qu'ils ont réussi à construire en publiant du contenu sur une base régulière pendant des mois, voire des années. Donc la question que vous vous posez, c'est super, mais comment est-ce que je fais et comment est-ce que je crée du contenu? Alors, je vais vous expliquer les grandes étapes dans cette partie-là. Si vous avez envie d'en savoir plus là-dessus, mettez-moi dans les commentaires un soleil. Voilà, un emoji soleil, même si vous êtes le genre de personne qui n'a pas envie de mettre des commentaires, qui ne met jamais de commentaires. Je suis ce genre de personne sur YouTube. Mettez-moi un petit emoji soleil, ça va m'indiquer que vous avez envie qu'on approfondisse ce sujet-là. Mais en soi, quand on parle de contenu pour fédérer une audience et surtout, eh bien, construire quelque chose, vendre par la suite, peut-être que vous êtes une entreprise déjà en activité et que vous voulez vous reposer sur la création de contenu pour faire connaître vos différentes offres, toujours une bonne idée, eh bien, j'ai envie de vous parler de ce qu'on appelle le know, like, trust. Donc, connaître, aimer, apprécier et confiance. Puisqu'on achète chez des gens que l'on connaît, que l'on apprécie et en qui on a confiance. Et donc, votre contenu va être là pour construire ces 3 points-là. Pour la partie connaître, pour la partie know, eh bien, il va falloir parler de vous et de votre entreprise. Qui êtes-vous? Pourquoi avez-vous créé cette entreprise? Pourquoi proposez-vous ces produits? En quoi avez-vous des compétences pour nous aider sur ce domaine-là? Quel est votre domaine d'expertise? Voilà, toutes ces choses-là, tous ces éléments qui vont nous permettre de vous identifier comme la personne qui est en mesure de nous aider sur tel domaine, qui est légitime à nous aider sur tel sujet, parce qu'elle a de l'expérience, parce qu'elle a déjà fait telle chose, elle a accompli ceci ou cela. Ensuite, on a la partie like. Et donc là, vous allez devoir délivrer du contenu qui va viser à ce qu'on puisse vous connaître, vous, davantage en tant que personne, et que donc par la suite, on puisse vous apprécier si on a des affinités. Donc là, il faut nous parler de votre parcours, il faut nous parler de votre mission, de ce qui vous tient à cœur, de vos différentes valeurs. Il faut nous parler également de votre vision avec votre entreprise. Il faut nous parler de vos centres d'intérêt. Idéalement, il faudrait mettre des photos de vous. Je sais que pour certaines personnes, c'est pas possible. Et si vous avez envie de rester anonyme, vous pouvez tout à fait lancer votre activité et vous baser sur une création de contenu pour vous faire connaître. C'est juste que ce sera un peu plus long. Quand vous créez du contenu et que vous vous montrez, eh bien, on associe, voilà, un visage à une marque, à une prestation, à un contenu, et ça nous rapproche des gens, ça rend les choses beaucoup plus personnelles. Il y a beaucoup plus de proximité qui va se créer. Donc ce n'est pas impossible de se lancer en anonyme, c'est juste que ça va être un peu différent et que ça va demander un peu plus de temps. Et enfin, on a la partie trust. Et donc pour cette partie trust, vous allez diffuser du contenu qui va être par exemple des études de cas, des projets sur lesquels vous avez travaillé, des témoignages clients. Peut-être que vous êtes graphiste et que vous avez réalisé l'identité visuelle d'une marque de mousse au chocolat. Ben, vous allez le mettre en avant. Vous allez également partager les opportunités dont vous avez pu bénéficier, etc. Tous les éléments qui, entre guillemets, vont rassurer les personnes qui vont regarder votre contenu et qui vont se dire « Ok, je la connais, je vois qu'elle est dans tel domaine, qu'elle a tel parcours, qu'elle a telle entreprise avec telles offres. Il y a le like. Donc je l'apprécie parce que je me rends compte que nous avons les mêmes valeurs humaines
humaine et qu'on a les mêmes centres d'intérêt, et je lui fais confiance parce qu'elle a déjà aidé X clients, parce qu'elle a eu telle opportunité, etc., etc. Donc le Know, Like, Trust, c'est la fondation pour créer du contenu sur Internet, fédérer une audience et vendre vos différentes offres. Donc une fois que vous avez une connaissance de ces 3 grandes parties, eh bien vous allez pouvoir choisir sur quelle plateforme est-ce que vous allez diffuser du contenu. Donc là, moi ce que je vous recommande, c'est d'avoir une plateforme principale et une plateforme secondaire. Donc la plateforme principale, ça va être une plateforme où le contenu est ce qu'on appelle evergreen, où c'est un contenu que l'on va pouvoir trouver, sur lequel on va pouvoir tomber tout au long de l'année, pendant plusieurs années, et qui entre guillemets ne périme pas. Vous voyez, ma première vidéo de cette chaîne YouTube, c'est un contenu evergreen. C'est une vidéo qui dit comment lancer un podcast. En fait, le processus était le même quand j'ai mis en ligne cette vidéo en 2023 et il sera encore le même en 2025. Donc ça, c'est un contenu qui est intemporel. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Evergreen, c'est intemporel. Donc, je vous invite à réfléchir à si vous voulez un blog, si vous voulez un podcast ou si vous voulez une chaîne YouTube. Mais pour moi, avoir une plateforme evergreen, c'est indispensable. Ensuite, vous allez avoir une plateforme secondaire qui est une plateforme avec un contenu un peu plus instantané, un peu plus snack. Donc, un compte Instagram ou un compte LinkedIn ou un compte TikTok ou un compte Thread ou un compte Twitter. Voilà, c'est vous qui décidez de où vous voulez aller. Et dans l'ensemble, à mon sens, il vous faut un contenu intemporel et un contenu un peu plus spontané. Pour démarrer, ce que je vous conseille personnellement, c'est de commencer avec un compte social. Allez, on va dire que vous partez sur Instagram parce que c'est le réseau qui vous convient, c'est là qu'il y a votre audience cible, c'est ce que vous aimez, etc. Donc je vous invite dans un premier temps à créer votre profil, à optimiser votre bio. Vous avez plein de gens qui vous expliquent comment faire sur YouTube, qui vous expliquent quelles informations mettre pour vraiment que ce soit complet et qu'on sache qui vous êtes, ce que vous faites en arrivant sur votre profil. Et vous allez pouvoir commencer à créer du contenu. En fait, ce qui est pratique avec ce genre de plateforme sociale, c'est que vous pouvez passer à l'action rapidement. Vous n'avez pas 36 000 questions à vous poser. Vous savez que ce qui est important, c'est le Know, Like, Trust, que vous avez besoin d'aborder ces différents types de contenus que l'on a vus juste avant. Et donc, vous allez pouvoir planifier les choses et faire, par exemple, un premier post de présentation, un deuxième qui explique votre parcours, un troisième avec des astuces, un quatrième avec les fausses idées. Voilà, on peut aller comme ça assez en détail. C'est pas le sujet ici, mais en tout cas, avec les réseaux sociaux, vous avez la possibilité d'aller, on va dire, beaucoup plus rapidement dans l'exécution. Une plateforme comme un podcast, une chaîne YouTube ou un blog, ça va vous demander du temps à la fois pour le mettre en place, mais aussi pour voir des résultats. Avec un blog et avec un podcast aussi, vous ne voyez pas les résultats tout de suite. Ce ne sont pas des formats qui sont aptes à la viralité. Sur YouTube, ça peut l'être. J'ai déjà vu des gens qui ont genre une vidéo qui a cartonné, ça, c'est cool. Sur un podcast, ça n'arrive pas. Sur un blog, ça n'arrive pas non plus. En fait, avec ce genre de plateforme-là, vous misez sur le long terme. Et surtout, vous vous construisez une sécurité parce que vos comptes sur les réseaux sociaux ne vous appartiennent pas. Donc c'est bien d'avoir un compte Instagram. Et si demain Instagram estime que vous entravez ses règles et ses conditions, Instagram peut décider de supprimer votre compte et vous perdez tout. Donc qu'est-ce que vous faites quand tout le contenu que vous avez créé, tout ce que vous avez construit était sur ce compte-là? En fait, vous repartez de zéro. Et c'est un peu chiant. Alors que si en parallèle, vous avez un podcast ou un blog, etc., eh bien vous avez la possibilité de garder une trace de votre contenu, de continuer à communiquer avec votre audience, voilà, de continuer à diffuser, de tenir au courant les gens, etc., etc. Donc ça reste important, cet aspect plateforme intemporelle, même si ça va vous prendre du temps et qu'au début, vous aurez l'impression que ça marche pas. Donc vous choisissez vos plateformes et vous créez un calendrier éditorial. Donc, ce calendrier éditorial, eh bien, vous allez vous en servir pour définir dans un premier temps le nombre de publications que vous allez publier par semaine et évidemment les sujets que vous allez aborder. Pour démarrer, je ne vous recommande absolument pas de vous mettre dans un rythme de publication d'un contenu par jour. Voilà, je pense que c'est le meilleur moyen de se dégoûter et de se brûler. Si vous démarrez avec 3 contenus par semaine sur une plateforme sociale, c'est déjà très très bien. Sur un compte Insta, sur un compte TikTok. Voilà, si vous avez la possibilité de créer du contenu là-dessus, si vous avez un job salarié à côté, vous créez le contenu le week-end ou le soir, ça va dépendre de ce que vous abordez. Mais en soi, 3 fois par semaine, c'est déjà très bien. Et bien évidemment, il faut penser à varier les contenus. Faut pas nous faire que du contenu trust où vous allez juste partager des astuces tout le temps. C'est important que les gens sachent un peu qui vous êtes et que vous leur parliez de vous. Donc de temps en temps, vous allez faire un petit contenu où vous parlez de vous. Vous partagez par exemple 7 faits sur vous. Vous allez pouvoir même faire un jeu. Genre il y a 7 faits, 7 vérités et un truc faux dans cette liste et vous invitez votre audience à trouver l'information qui est fausse. Voilà, ce genre de petites choses-là, c'est hyper important parce que la plupart des gens font cette erreur
de donner beaucoup de valeur, de donner beaucoup de contenu sans non plus jamais expliquer qui ils sont, montrer un peu de leur personnalité. Et pour moi, c'est une opportunité manquée parce que c'est ce qui fait la force d'une entreprise en ligne, c'est le fait qu'on construit une marque personnelle. L'image de la marque, eh bien, c'est nous, c'est notre expertise qui est mise en avant, c'est notre expertise que l'on va vendre, peu importe la forme de notre produit. Et donc, c'est important que les gens sachent qui on est et qu'ils puissent avoir une idée de la façon dont on s'exprime, de ce qui nous tient à cœur, de notre personnalité, etc., etc. Donc, une fois que vous avez commencé à créer du contenu pour les réseaux sociaux, que vous avez un calendrier éditorial où vous savez que vous allez partager tel contenu tel jour, à telle heure, sur telle plateforme, que vous travaillez en parallèle tranquillement sur une plateforme pérenne, eh bien, vous allez pouvoir commencer à échanger avec votre audience et votre communauté. Quand je vous dis que c'est une vraie richesse, c'est pas pour rien. C'est qu'en fait, avec les gens qui vont vous écrire pour vous poser des questions, vous demander des conseils, vous allez avoir une idée assez précise de leurs besoins et de ce sur quoi ils ont besoin d'aide. Et donc, c'est grâce à toutes ces informations-là que vous allez pouvoir passer à l'étape suivante, qui est la création d'une offre. Vous allez pouvoir, en fonction de ce que vous avez bien évidemment déterminé en début d'exercice et de vidéo, si vous voulez de la prestat de service, du produit digital, du produit physique, eh bien vous allez pouvoir passer à la conception de tout ça. Je vais prendre l'exemple du digital ou de la prestation de service parce que c'est plus simple que le produit physique, et d'autant que je n'ai jamais créé de produit physique, donc je ne suis pas la meilleure personne pour vous aider sur ce sujet-là. À chaque fois qu'une personne va vous poser des questions, va vous demander des conseils, va vous exposer sa situation, que ce soit sur Insta ou autre, vous allez prendre des notes et vous allez noter toutes ces informations dans un document, que ce soit sur un Google Doc ou sur un Notion, c'est comme vous voulez, on s'en fiche de la forme. Ce qui est important de garder en tête, c'est qu'en fait ça va être votre guide pour créer votre offre ensuite. Et c'est aussi important parce qu'en reprenant les expressions des gens, de ce qu'ils vous écrivent, on va les appeler nos clients idéaux, en reprenant les expressions de votre client idéal, eh bien vous aurez les mots qu'il utilise pour s'exprimer et pour comprendre ce qu'il recherche, etc. Et donc pour vous, dans la conception de votre offre et quand vous allez la marketer, quand vous allez communiquer sur votre offre, vous allez utiliser ces mêmes mots parce que votre client idéal aura le sentiment que vous le comprenez et que vous êtes en mesure de l'aider. Si vous êtes dans une démarche où vous n'utilisez pas ce langage parce que vous avez une approche beaucoup plus professionnelle et beaucoup plus technique, eh bien en fait les gens ne vont pas forcément tilter que vous pouvez les aider si ça concorde pas en termes de langage et de mots utilisés. Souvent ça fait faux bon aux gens. En fait, il y a des entrepreneurs qui créent des offres sur internet et qui n'arrivent pas à les vendre. C'est parce que leur audience n'a pas compris que telle offre est en mesure de les aider sur tel problème. Les phrases, les discours de vente n'ont pas été correctement articulés. Et ça réside souvent dans le fait qu'on n'a pas le langage de l'audience. Et donc, c'est une étape importante. Et donc, à partir de là, à partir des infos qu'on vous donne, vous allez pouvoir créer votre offre. Et donc, soit partir sur une petite offre digitale ou un truc un peu plus gros ou encore sur de la prestation de service. En fait, toutes ces informations vont vous aider à conceptualiser votre offre. Si vous êtes, je prends l'exemple du graphiste parce que c'est le plus simple. Si je suis graphiste et que j'identifie les difficultés de mon audience et surtout ce qu'il veut, eh bien, je peux réfléchir à la meilleure façon de le faire passer de sa position actuelle à sa situation idéale et par les différents points par lesquels il va devoir passer pour y arriver. Et donc, je sais que je vais devoir articuler une offre autour de tout ça pour ensuite l'aider à avancer. Donc, votre job, ça va tout simplement être d'aider votre client idéal d'aller du point A, sa situation actuelle, au point B, sa situation rêvée. Encore une fois, c'est un sujet qu'on pourrait aborder beaucoup plus en détail, mais nous sommes dans une version accélérée. Donc, voilà. Mais vous avez grosso modo l'idée, dans la conception d'une offre, on part toujours de ça. Ensuite, ce que moi je vous recommande, c'est de partir sur de la prévente pour une offre digitale, même pour une offre physique en vrai. Ne vous lancez pas dans la création d'une offre sans être sûr que ça va se vendre. J'ai déjà fait cette erreur, moi, dans le passé, je crois que c'était en 2018. J'ai créé une offre de toutes pièces que j'ai ensuite pas réussi à vendre. Alors que j'avais passé des semaines et des semaines à travailler dessus, c'était assez frustrant. Depuis ce jour-là, je ne crée rien sans avoir prévendu en amont. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, ça veut dire que je vais vendre mon produit avant qu'il ne soit créé. Mais, oui, ça fait peur. Je vais préciser, bien évidemment, que le produit n'est pas créé. Je précise dans mes communications que c'est une prévente. Je précise le sommaire de mon offre, la feuille de route, le parcours d'apprentissage. Parce que, bien évidemment, les gens ne vont pas me donner de l'argent s'ils ne savent pas ce qu'ils vont apprendre avec moi. Donc, je détaille tout le plan du cours en ligne ou du programme ou de la masterclass. Et je précise que le contenu sera disponible à telle date ou qu'il sera délivré au rythme d'un module, par exemple, toutes les 2 semaines. Et donc, moi, ça me permet de le créer en temps réel, chaque semaine, de travailler dessus. Je sais que c'est ce que les gens veulent parce qu'ils l'ont acheté. Et donc, je perds pas mon temps. Quand je travaille sur une prévente, eh bien, je suis payée pour créer l'offre. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est la différence. Et ça évite de perdre son temps et de se lancer dans des choses dont on n'a aucune certitude. Donc, la prévente, certes, c'est pas indispensable, mais ça reste hyper important, je trouve, pour éviter de perdre son temps. Et je rebondis là-dessus
là-dessus, notamment pour les produits physiques, on va pas se mentir. C'est hyper risqué d'avoir un stock de fou chez soi sans savoir si les produits vont se vendre. Voilà. C'est, je trouve, assez touchy et assez compliqué. Donc, réfléchissez-y. La prévente, c'est parfois une solution qui peut sauver une entreprise. On arrive au point suivant, qui est le fait de construire une expérience client de qualité, parce que, à un moment donné, ça va arriver. Vous allez réussir à vendre, et c'est super. Mais en même temps, il faut que les gens soient satisfaits, qu'ils aient envie de parler de votre travail autour d'eux, et qu'ils vous fassent des bons retours. Pour ça, bien évidemment, il faut du contenu de qualité. Faut pas arnaquer les gens. Voilà, c'est évident, mais je le dis, on n'arnaque pas. Si vous promettez aux gens que vous allez les aider sur telle chose, eh bien, va falloir les aider. Si vous vendez une prestation pour un travail, il faut faire ce travail et il faut le faire bien. Et le secret, je trouve, c'est la communication. Ça arrive d'avoir des problèmes, ça arrive d'avoir des imprévus, ça arrive de prendre du retard, mais il faut toujours communiquer avec la personne en face de soi pour qu'on reste dans un bon cadre et que tout se passe au mieux. Donc moi, je vous invite vraiment à soigner l'expérience client et à faire en sorte que les gens soient satisfaits, qu'ils soient si satisfaits qu'ils continuent à acheter chez vous et acheter vos autres offres, celles que vous allez construire avec le temps et avec la durée. Maintenant, il y a des bonnes pratiques que j'ai envie de mentionner avec vous. La première étant de traquer et d'analyser votre travail et vos résultats tous les 3 mois. En fait, vous allez faire le point à chaque trimestre, vous dire, ok, comment est-ce que j'ai communiqué? Quels ont été mes résultats? Est-ce que j'ai eu un bon reach? Est-ce que j'ai eu beaucoup d'échanges? J'ai créé mon offre? Est-ce qu'elle s'est vendue? Si oui, combien j'en ai vendu par mois, etc. Est-ce qu'il y a des périodes où j'en ai plus vendu que d'autres? Et en fait, à chaque fois, toutes ces informations-là, elles vont être hyper précieuses parce que c'est ce qui va vous driver pour le trimestre suivant. Grâce à toutes ces informations et à ce recul que vous allez avoir, vous allez pouvoir prendre des décisions. Peut-être que vous allez vous rendre compte qu'un type de contenu en particulier vous a apporté un certain nombre de clients, plus que d'habitude. Et bien dans ce cas-là, il va falloir le reproduire sur le trimestre suivant. Peut-être qu'une chose n'a pas du tout fonctionné et vous n'avez pas eu de résultat. Et bien vous pouvez le retenter une fois. Et si ça ne fonctionne pas, vous aurez la certitude que ça ne marche pas avec votre audience, avec votre offre ou tout simplement avec vous. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que généralement, il y a 20% de nos actions qui vont nous apporter 80% des résultats. Le but, c'est d'identifier ces 20%, ces actions qui font toute la différence de votre côté. Une fois que vous les avez, vous pouvez capitaliser dessus. Mais encore une fois, ça nécessite que vous traquiez un peu les choses. Le deuxième point pour cette partie-là, c'est de ne jamais lâcher et de ne jamais abandonner. Vous allez être challengé. Ça va être dur. Des fois, vous manquerez de motivation. Parfois, vous allez rater. Parfois, vous n'aurez pas de résultat du tout. Parfois, vous aurez même des gens random que vous ne connaissez pas qui vont vous laisser un commentaire pour vous dire que c'est nul ce que vous faites. En fait, dans ces moments-là, vous revenez à ce pourquoi vous vous êtes lancé et à votre motivation première, à la vision que vous avez avec votre activité et la mission que vous vous êtes donnée finalement avec votre entreprise. Et bien, vous revenez à ça et vous n'abandonnez pas puisque ce sont toutes ces périodes difficiles d'hésitation, de doute qui font que vous construisez, que vous construisez votre expérience, que vous développez votre entreprise et que vous apprenez, que vous vous améliorez en tant qu'entrepreneur. Donc moi, ce que je vous recommande, même dans ces périodes de doute, c'est de continuer à travailler sur votre visibilité. C'est de travailler à fond votre réseau. Le réseau, ça peut tout changer. Ça peut tout changer et je trouve que c'est vraiment dommage de s'en priver, soit parce qu'on est introverti et timide, soit parce qu'on n'ose pas aller vers les gens, soit parce qu'on se dit qu'on veut réussir tout seul. Le réseau, ça donne des sacrés coups de pouce qui ne sont pas négligeables à mon sens. Donc n'hésitez pas à créer des liens avec les gens pour lesquels vous avez des affinités. Voilà, ne vous forcez pas à aller vers des personnes juste pour obtenir quelque chose, Faut que ce soit quand même donnant-donnant. Mais tournez-vous vers les gens et faites l'effort d'entretenir les relations. C'est ça le plus dur, C'est d'entretenir les relations. Et continuez à vous positionner comme la référence dans votre domaine. Si vous vous lancez dans un domaine qui est un peu nouveau, eh bien vous allez voir au fil du temps que vous allez avoir des concurrents qui vont commencer à apparaître alors qu'avant il y avait personne. C'est normal et c'est bon signe. Ça veut pas dire que vous devez abandonner, ça veut dire que vous avez une longueur d'avance et que vous devez continuer à travailler cette position d'expert ou d'experte pour obtenir encore plus de résultats et vous démarquer. Pour vous parler un peu de moi, pour les personnes qui ne me connaissent pas, en fait, je me suis entre guillemets fait un nom dans le domaine du podcasting parce que j'ai lancé mon podcast en 2019 et en fait j'avais tellement de questions que du coup je me suis dit je vais créer un cours en ligne qui explique aux gens comment on fait pour créer son podcast, pour diffuser du contenu, pour le faire connaître, etc. Je l'ai lancé en 2020 et à ce moment-là, dans la francophonie, sauf erreur de ma part, il n'y avait pas encore de cours en ligne sur le podcasting. Donc j'ai été la première. Et donc forcément ça m'a donné une longueur d'avance et ça m'a défini une niche sans que je le veuille puisque les gens m'ont associé immédiatement à ce domaine-là, au podcasting. C'est une étiquette qu'aujourd'hui j'essaye d'arracher un petit peu, pas trop, parce que j'aime bien quand même, mais je veux plus que ce soit juste mon domaine d'expertise. Et donc
C'est ce qui m'a aidé par la suite à avoir des projets très cool comme le fait de donner une conférence, enfin de donner parce que j'en donne encore cette année, c'est encore prévu sur ce sujet-là du podcasting. C'est ce qui fait qu'une maison d'édition m'a contacté et m'a proposé d'écrire un livre. C'est grâce à toutes ces choses-là et c'est par rapport à la longueur d'avance que j'avais par rapport aux autres, puisqu'entre-temps, bien évidemment qu'il y a des gens qui ont proposé le même genre de prestations que moi je peux proposer. Et en fait, je l'ai fait avec un temps d'avance qui m'a permis d'avoir plus d'opportunités. Donc pensez-y, s'il y a de la concurrence qui arrive après, n'ayez pas peur, c'est bon signe et continuez ce que vous faites déjà. Et enfin, le dernier conseil que je peux vous donner en termes de visibilité pour faire connaître votre entreprise, etc., c'est de vous créer un plan média et de faire en sorte d'avoir un espèce de média kit et de plan pour contacter des magazines, des podcasts, des blogs, des chaînes YouTube, etc. pour faire des interviews. Faites des interviews chez les gens. Quand vous faites des interviews sur des podcasts ou autres auprès d'une audience qui a déjà été fédérée par quelqu'un, eh bien vous vous rendez visible beaucoup plus rapidement et vous obtenez beaucoup plus de résultats que si vous faites votre petite popote de votre côté. Osez démarcher les gens, osez demander des interviews, osez proposer des collaborations et des projets. Tout ça, ça va contribuer à faire connaître l'entreprise que vous êtes en train de construire. Comme je vous l'ai dit, on est sur une version accélérée du processus parce que c'est une vidéo YouTube, je peux pas tout traiter. Je vous ai préparé encore une fois dans la description un document qui va vous aider à réfléchir à ce projet-là en détail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je vais y répondre et je vais vous éclaircir sur le sujet, sauf si j'estime que j'ai pas assez d'un commentaire pour vous répondre. Dans ce cas-là, il faudrait peut-être que je fasse une vidéo ou autre. On en discutera. En tout cas, s'il y a des points de cette vidéo que vous avez envie que j'approfondisse sur cette chaîne YouTube, ce sera avec grand plaisir. N'hésitez pas à me le dire. Et si c'est pas fait, eh bien n'hésitez pas à vous abonner. Ça vous permettra d'être tenu au courant des prochaines vidéos. Salut!